1953, c'est l'année où le souffle du dictateur s'est arrêté. Joseph Staline est né dans une petite ville de Géorgie, loin des palais de Moscou. Rien ne le prédestinait au sommet. Comment un fils de cordonnier a-t-il pu devenir le maître absolu du Kremlin? La réponse est simple, par le sang et la manipulation. À l'image, un homme petit, le visage marqué par la variole. Mais en réalité, un stratège froid qui ne recule devant rien. Staline a gravi les échelons du parti un par un. Il a éliminé ses rivaux, les a exilés ou les a fait fusiller. Son système reposait sur 3 piliers, la surveillance constante, les purges massives, la déportation dans les camps du goulag. Le bruit des camions cellulaires dans la nuit est devenu le son quotidien de l'Union soviétique. La famine a frappé les campagnes. Des millions de paysans sont morts de faim pendant que l'État exportait le grain. Sur les photos d'archives, on voit les corps entassés au bord des routes. Ce n'était pas un accident climatique, c'était une arme politique pour briser toute résistance. Le pouvoir de Staline était total, personne n'osait le contredire. Un seul mot de sa part suffisait à rayer un nom de l'histoire. Les manuels étaient réécrits, les visages disparaissaient des photographies officielles. La peur était partout, jusque dans son cercle le plus proche. Mais la situation a changé le 2 mars de l'an 1953. Sur le sol de sa datcha, le dictateur gît dans ses propres urines. Il est frappé par une hémorragie cérébrale. Ses gardes sont devant la porte. Ils entendent des bruits étranges, mais personne n'ose entrer sans son autorisation. Ils ont trop peur de sa colère, même quand il est en train de mourir. L'agonie dure plusieurs jours. Les médecins tremblent en l'approchant. Le 5 mars, le cœur s'arrête définitivement. L'homme qui a dirigé une superpuissance meurt dans une solitude totale, entouré de subordonnés terrifiés. La nouvelle tombe à la radio. La foule se rassemble sur la place rouge. Certains pleurent, d'autres se taisent par prudence. Le règne de la terreur s'achève dans le silence d'une chambre froide. L'histoire s'est arrêtée là. 18 décembre 1878. C'est la date de naissance officielle d'Iosif Vissarionovitch Djougashvili. Le lieu, Gori, une petite ville de Géorgie. À cette époque, la région appartient encore à l'immense empire russe. Comment ce fils de cordonnier est-il devenu un dictateur d'acier? La réponse tient en un mot, la brutalité. Son enfance se résume à 3 éléments, la pauvreté, la violence et l'instabilité permanente. Son père boit, il est alcoolique. Les coups tombent sur sa femme et son fils presque chaque jour. Le jeune Iosif grandit dans une odeur de cuir et de vodka, entre les cris et les blessures. Sa mère cherche une issue, elle est profondément religieuse. Son plan est simple, elle l'inscrit à l'école paroissiale pour en faire un prêtre. Elle veut le voir devant un autel. Mais le destin d'Iosif est ailleurs. À l'image, des bâtiments de pierre grise et des couloirs sombres. C'est le séminaire théologique de Tiflis. Staline rejette la religion très tôt. Il cache des livres interdits sous sa soutane. En 1899, le couperet tombe. Le séminaire l'expulse. La raison officielle, il propage des idées marxistes. Il ne sera jamais prêtre. Mais ce n'était que le début. Cette expulsion change tout. Iosif change de nom et de vie. Il ne quitte pas seulement une école, il entre dans la clandestinité. Il rejoint les rangs des révolutionnaires. Sur les rapports de police de l'époque, on voit son visage, un jeune homme au regard froid. Désormais, son église sera le parti. La violence apprise à la maison devient son arme politique. L'histoire s'est mise en marche. 1901. Joseph Djougashvili rejoint le Parti ouvrier social-démocrate de Russie. Il choisit son camp, les bolcheviks de Vladimir Lénine. Sa mission n'est pas diplomatique. Il organise des grèves massives, des braquages de banques sanglants et gère la propagande clandestine. Comment finançait-il la révolution? Par le crime pur et simple. Les autorités tsaristes l'arrêtent à plusieurs reprises. Elles l'envoient en exil dans le froid de la Sibérie. Mais ces épreuves ne le brisent pas. Elle le forge. En 1912, il change d'identité. Il se fait appeler Staline, l'homme d'acier. Il commence à écrire pour la Pravda, le journal officiel du parti. À l'image, on voit un homme discret, presque effacé. Staline n'a pas le charisme naturel des grands orateurs. Ses discours n'ont pas la passion de ceux de Léon Trotsky. Mais ce manque de présence est compensé par une ruse absolue. Staline est un bureaucrate impitoyable. 1917. La révolution d'octobre éclate. Les bolcheviks s'emparent du pouvoir par la force. Staline obtient un poste au sein du nouveau gouvernement. Les événements s'accélèrent. En 1922, Lénine le nomme secrétaire général du Parti communiste. À première vue, une fonction administrative mineure.
mais en réalité, un poste stratégique pour contrôler l'appareil d'État. Staline utilise ce bureau pour placer ses alliés aux postes clés. Il tisse une toile sur tout le pays. Il accumule des dossiers secrets sur chaque rival. Il utilise l'espionnage et le chantage pour briser les résistances. Les dossiers s'empilent sur son bureau. L'information est son arme principale. L'erreur était interdite pour ses opposants. À la fin de sa vie, Lénine commence à douter. Il voit le monstre qu'il a contribué à créer. Dans son testament politique, il écrit des mots brutaux. Il prévient les membres du parti. Staline est trop grossier. Staline est trop avide de pouvoir. Il demande son éviction immédiate. Mais le temps joue contre le leader de la révolution. Lénine subit plusieurs accidents vasculaires cérébraux. Il perd la parole. Il perd le contrôle. Le 21 janvier 1924, Lénine meurt. Staline passe immédiatement à l'action. Il étouffe le testament. Il cache les dernières volontés de son mentor. La route vers le pouvoir absolu est désormais ouverte. 25 décembre 1922. C'est la date où Lénine rédige son testament. Il veut écarter Staline, le jugeant trop brutal et trop instable. Mais la mise en garde reste lettre morte. Staline intercepte le document, verrouille l'information et s'assure que les cadres du parti ne l'entendent jamais. Pourquoi le testament n'a-t-il pas fuité? Lénine était déjà affaibli. Mais la machine bureaucratique de Staline était déjà plus puissante que les ordres du chef. Staline ne compte pas démissionner. Il lance immédiatement une opération pour verrouiller le pouvoir central. Son premier mouvement est stratégique. Il s'allie avec Grigori Zinoviev et Lev Kamenev. L'objectif est simple, briser Léon Trotsky. Tout le monde pense que Trotsky sera le successeur naturel de Lénine. Mais à l'image, lors des réunions du Politburo, Staline reste dans l'ombre et manipule les votes. Mais ce n'était que le début. Trotsky perd d'abord son poste de commissaire à la guerre. Ses partisans sont limogés un par une. On entend le bruit des dossiers que l'on classe et des carrières que l'on brise. En 1929, l'exil devient définitif. Trotsky est expulsé du pays. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. À première vue, un triumvirat solide, mais en réalité, un piège mortel. Une fois Trotsky éliminé, Staline change de cible. Il se retourne contre ses propres alliés, Zinoviev et Kamenev. Ils ont aidé à construire le monstre. Maintenant, le monstre va les dévorer. La situation a empiré pour eux en quelques semaines seulement. Sur les documents d'archives, on voit les signatures de Staline au bas des ordres d'arrestation. Il ne reste plus aucun obstacle. L'histoire s'est arrêtée là pour l'opposition. 1928, c'est l'année où Joseph Staline devient le seul maître du Kremlin. Pourquoi ses adversaires ont-ils tous échoué? Ils avaient le prestige et l'intelligence. Mais Staline possédait les dossiers et les rouages du pouvoir. La purge commence par une accusation simple, le factionnalisme. Staline pointe du doigt ses anciens alliés. Il les exclut du Parti communiste un par un. Le processus est mécanique et implacable. À l'image, des visages barrés sur les photos officielles. Les archives sont modifiées. Les noms disparaissent des manuels. Staline élimine systématiquement ses rivaux politiques. Il utilise des charges fabriquées et des aveux forcés sous la torture. L'humiliation est publique. Les exécutions sont secrètes. Dans les caves de la Loubianka, le bruit des détonations ne sort pas des murs en béton. Rien ne peut arrêter cette ascension. En 1928, Staline exerce un contrôle absolu sur le parti. Par extension, il tient toute l'Union soviétique entre ses mains. À première vue, un bureaucrate discret. Mais en réalité, un dictateur sans partage. Cette même année, il lance le premier plan quinquennal. C'est un projet économique colossal. L'objectif est brutal. Transformer une société agricole pauvre en une puissance industrielle majeure en un temps record. On voit des milliers d'hommes creuser la terre avec des outils rudimentaires. La fumée des premières usines commence à boucher l'horizon. Staline ne regarde pas les coûts humains. Il regarde les chiffres de production d'acier et de charbon. La situation s'accélère. Le pays change de visage dans la douleur et le fer. L'erreur était interdite pour les ingénieurs. Le retard était considéré comme un sabotage. Ainsi commence la grande transformation soviétique. L'an 1928, Staline lance son premier plan quinquennal. L'objectif est clair, transformer une nation agraire en une puissance industrielle mondiale. Le plan se concentre sur une croissance ultra rapide. Il faut de l'acier, il faut du charbon, il faut des machines lourdes. Mais pour faire tourner les usines, Staline a besoin d'un contrôle total sur la nourriture et sur la main-d'œuvre. Comment obtenir ce contrôle?
en s'attaquant à l'agriculture. Des millions de vies sont sur le point d'être broyées par la machine d'État. À l'image, des camions militaires entrent dans les villages. Les soldats forcent les paysans à abandonner leurs terres privées, leur bétail et leurs outils. On appelle ces petits propriétaires des koulaks. Beaucoup travaillent la même terre depuis des générations. Staline les désigne comme des ennemis cupides. Leur crime, posséder un peu plus que les autres. Il affirme qu'ils bloquent le progrès. C'est le prétexte idéal pour les écraser. À première vue, une réforme économique. Mais en réalité, une guerre contre la paysannerie. Pourquoi ont-ils tout pris? L'État voulait centraliser chaque grain de blé. Les terres sont saisies et intégrées dans d'immenses fermes collectives dirigées par le gouvernement. Le processus s'appelle la collectivisation. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Refuser signifie être marqué du fer rouge de traître. Le pays bascule instantanément dans le chaos. Les paysans abattent leurs bêtes plutôt que de les donner à l'État. La production de céréales s'effondre. Personne ne veut travailler dur sur une terre qui ne lui appartient plus. Mais Staline ne recule pas. Il refuse de corriger ses erreurs. À la place, il accuse les paysans de saboter l'économie et de cacher les récoltes. La réponse du Kremlin est brutale. On entend le bruit des portes de prison qui claquent. Les ordres d'arrestation massive tombent. En 1929, plus de 100 000 koulaks sont envoyés dans des camps de travail forcés. Des milliers d'autres sont exécutés sur place ou meurent dans des wagons à bestiaux pendant le transport. Les familles sont déchirées. Les enfants sont arrachés à leurs parents. Des villages entiers sont vidés de leurs habitants en une seule nuit. Mais ce n'était que le début. Staline lance alors la dékoulakisation. Ce n'est plus une question d'économie, c'est une opération d'élimination sociale systématique. Une classe entière d'hommes et de femmes doit disparaître pour que le système survive. L'histoire s'est arrêtée là pour des millions de paysans. Contrôle absolu. C'est l'ordre de Joseph Staline. Dans ce système, les procès n'existent pas, les secondes chances non plus. Une fois l'étiquette de koulak collée sur un homme, son destin est scellé. C'était une condamnation à mort sociale et physique. Pourquoi briser les paysans alors que le pays a faim? La réponse est simple. L'État soviétique a besoin d'argent pour financer l'industrie lourde. Staline exige des exportations massives de céréales vers l'étranger. Les stocks s'épuisent. Les pénuries de nourriture frappent l'ensemble du territoire. Staline reçoit des rapports alarmants. Les responsables locaux et les experts agricoles décrivent la catastrophe. Il ignore tout. Le dictateur ne voit que les chiffres. Quand une région ne livre pas son quota de grains, l'armée rouge intervient. Les soldats arrivent dans les villages pour saisir le moindre gramme de nourriture. Les maisons sont perquisitionnées. Les granges sont vidées jusqu'à la dernière graine. Les familles restent devant leur foyer vide. Ils n'ont plus rien à manger. À l'image, des charrettes chargées de sacs de blé quittent des villages où les enfants ont le ventre gonflé par la faim. Le pire se produit en Ukraine entre 1932 et 1933. Des millions d'Ukrainiens meurent de faim. Cet événement porte un nom, l'Holodomor. C'est l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire soviétique. Ce n'est pas un accident climatique, c'est le résultat d'une volonté politique brutale. Staline veut briser toute forme de résistance. L'Ukraine est sa cible prioritaire. L'Ukraine est le grenier à blé de l'Europe. Ses terres sont fertiles, ses paysans sont fiers et attachés à leur identité. Pour eux, la collectivisation est une attaque directe. Les fermiers refusent d'abandonner leurs terres, leur bétail et leur indépendance. Pour Moscou, ce n'est pas une simple désobéissance, c'est une rébellion ouverte. Staline décide d'écraser cette résistance par le vide. Fin 1932, il impose des quotas de production impossibles à atteindre. Les villages échouent logiquement. C'est le signal pour les exécuteurs soviétiques. Des groupes armés entrent en scène. On les appelle les brigades de réquisition. À l'image, on voit des hommes en uniforme fouiller les jardins avec des pics en fer pour trouver des réserves cachées sous terre. Ces brigades passent de maison en maison. Elles ne cherchent pas seulement le surplus, elles prennent tout. Elles fouillent les poêles, les greniers et les caves. Si une famille cache un sac de farine, elle est considérée comme ennemie de l'État. La terreur s'installe dans chaque foyer. La famine n'est plus une conséquence, c'est une arme de destruction massive. Ainsi a commencé le siège d'un peuple entier par son propre gouvernement. Septembre 1932. Les brigades de choc arrivent dans les villages. Les agents fouillent chaque maison. Ils utilisent des tiges de fer pour sonder les murs et creuser les sols. Ils cherchent des réserves cachées. Un sac de farine, quelques pommes de terre. Si un paysan est pris en flagrant délit, la sentence tombe. Exécution immédiate dans la cour ou déportation vers les camps de travail du goulag.
Comment en est-on arrivé là? La famine n'était pas un accident, c'était une arme. Staline signe un décret radical en août 1932. On l'appelle la loi des 5 épis. La règle est simple. Quiconque ramasse une poignée de grains dans un champ collectif commet un crime contre l'État. Cela concerne les adultes comme les enfants. La sanction est minimale, 10 ans de prison. Dans de nombreux cas, c'est la peine de mort. Peu importe la faim, peu importe le désespoir. Voler la propriété socialiste est une trahison. À l'image, des familles entières fouillent la terre gelée à main nue, mais les gardes surveillent depuis les miradors. L'hiver arrive, la situation devient catastrophique. Des régions entières cessent de manger. Staline prend alors une décision finale, le bouclage des frontières de l'Ukraine. Personne ne sort, personne n'entre. Les trains sont immobilisés en pleine voie. Des barrages militaires bloquent les routes principales. Le pouvoir refuse même l'aide humanitaire étrangère. À première vue, une crise agricole, mais en réalité, une extermination organisée. Le bilan humain explose. Les chiffres officiels parlent de 3 900 000 morts durant l'Holodomor. Pour certains chercheurs, la réalité est bien pire. Ils estiment le nombre de victimes à plus de 7 millions. Des villages entiers s'éteignent, les familles s'effondrent les unes après les autres. Les survivants racontent l'horreur. Ils mangent de l'herbe, ils arrachent l'écorce des arbres, ils font bouillir du cuir pour tenter de se nourrir. Dans les zones les plus isolées, le pire se produit. Des rapports officiels mentionnent des cas de cannibalisme. L'histoire s'est arrêtée dans ces plaines. Le silence s'est installé sur les terres d'Ukraine. Les parents devaient faire des choix impossibles, des choix que personne ne devrait jamais affronter. Et pendant tout ce temps, Joseph Staline savait exactement ce qui se passait. Des rapports réguliers arrivaient du terrain directement sur son bureau. Ces documents indiquaient que les paysans mouraient par millions. Pourtant, Joseph Staline a refusé de réduire les quotas de grains. Il a fait le choix inverse, il a augmenté la pression. Le régime a accusé les Ukrainiens affamés d'être des paresseux, des déloyaux ou des saboteurs. Pourquoi la famine n'a-t-elle pas été arrêtée? Les stocks étaient pleins, mais le Kremlin a décidé de laisser mourir un peuple pour briser sa résistance. Pendant que les villes soviétiques recevaient des livraisons de nourriture, la propagande tournait à plein régime. Les affiches affirmaient que le plan quinquennal était un immense succès. En réalité, l'Ukraine rurale était en train d'être effacée de la carte. En l'an 1934, un événement a changé l'Union soviétique pour toujours. Sergueï Kirov a été assassiné. Il était le dirigeant du Parti communiste à Leningrad. Kirov était populaire, trop populaire. Beaucoup le considéraient comme un rival sérieux pour Joseph Staline. Les détails entourant sa mort sont suspects. Les archives montrent des failles de sécurité inexplicables. Peu de temps avant le drame, Kirov avait exprimé son désaccord avec certaines décisions du chef de l'État. Le 1er décembre 1934, Kirov marchait dans le couloir d'un bâtiment gouvernemental. La garde était absente. Un homme armé a surgi derrière lui. Kirov a été abattu d'une balle dans la nuque. À l'image, le corps de Kirov est étendu sur le parquet ciré du palais Smolny. La situation a empiré. Joseph Staline s'est immédiatement rendu sur place pour interroger lui-même le tueur. Pour de nombreux historiens, les faits sont clairs. Soit Joseph Staline a organisé le meurtre lui-même, soit il a laissé faire pour éliminer un concurrent gênant. Mais ce n'était que le début. Joseph Staline a utilisé cette mort comme un prétexte. C'était le signal pour lancer la répression contre tous ceux qu'il considérait comme des ennemis. Le piège se refermait sur le pays. L'époque de la Grande Terreur venait de commencer. 1934. Staline ne tolère plus aucune menace. Immédiatement après la mort de Kirov, le dictateur signe de nouveaux décrets. La police secrète, le NKVD, obtient les pleins pouvoirs. Désormais, les agents peuvent arrêter n'importe qui sans la moindre preuve. L'exécution peut avoir lieu sans procès. C'est le signal de départ de la Grande Purge. On l'appelle aussi la Grande Terreur. Comment un pays entier a-t-il pu basculer? Le processus commence dans le silence. Mais en 1936, la machine s'emballe. Cela devient la répression politique la plus violente de l'histoire moderne. Les chiffres sont brutaux. Entre 1936 et 1938, le régime de Staline arrête plus de 1 500 000 personnes. Mais ce n'était que le début. Les arrestations se déroulent toujours selon le même protocole. Les agents frappent aux portes au milieu de la nuit. Personne n'est à l'abri. On vous emmène pour une simple plaisanterie sur Staline. On vous arrête pour un retard à une réunion de travail. À l'image, des familles entières sont jetées dans des camions noirs sous la lumière des projecteurs. Dans les salles d'interrogatoire, la réalité est plus sombre. Les prisonniers subissent des passages à tabac systématiques.
On les prive de nourriture. On utilise la torture pendant des jours entiers. L'objectif est simple, obtenir une confession pour des crimes imaginaires. L'erreur était interdite. Viennent ensuite les procès. À première vue, une procédure judiciaire normale. Mais en réalité, une mise en scène macabre. On appelle cela les procès-spectacles. Tout est écrit à l'avance. Les juges, les avocats et les accusés récitent un script précis. Les détenus s'accusent d'être des traîtres, des espions ou des ennemis de l'État. Le chantage est l'arme ultime. Les bourreaux menacent de s'en prendre aux familles si l'accusé ne parle pas. Certains reçoivent des promesses de clémence. Mais une fois la signature obtenue, le verdict tombe. La mort, immédiate. Le bilan est terrifiant. Pour la seule année 1937, le régime exécute près de 400 000 personnes. Sur les registres, on voit une mention récurrente, progéniture d'ennemis. Les enfants des condamnés sont arrachés à leur foyer. Ils finissent dans des orphelinats d'État pour être rééduqués. La terreur a tout écrasé. 700 000 exécutions. C'est le bilan officiel de la Grande Terreur pour la seule année 1938. Staline ne s'est pas arrêté aux simples citoyens. Il a frappé le cœur du système. Pourquoi s'attaquer à sa propre protection? L'armée rouge était l'une des plus puissantes au monde. Mais pour Staline, la compétence était une menace. La loyauté absolue était l'unique règle. Le maréchal Mikhaïl Toukhatchevski était le commandant le plus respecté de l'Union soviétique. Sur ordre direct de Staline, il est arrêté, puis exécuté. Ce n'était que le signal de départ. En quelques mois, la purge devient systématique. Les chiffres sont brutaux. Environ la moitié de tous les officiers de l'armée sont soit fusillés, soit jetés en cellule. À l'image, des dossiers militaires barrés d'un trait rouge. La hiérarchie militaire s'effondre. Les postes de commandement sont vides ou occupés par des hommes inexpérimentés. L'armée est devenue faible et désorganisée. À ce moment précis, la Seconde Guerre mondiale n'est qu'à quelques années de distance. L'Union soviétique est vulnérable. Mais le massacre ne s'arrête pas au mur des casernes. Le NKVD travaille jour et nuit. Les listes de noms s'allongent. À la fin de l'année 1938, 700 000 personnes ont été passées par les armes. Des millions d'autres disparaissent dans le silence. À première vue, des arrestations administratives, mais en réalité, une condamnation à mort lente. Ceux qui échappent à la balle dans la nuque finissent dans le système du goulag. C'est la zone la plus sombre du règne de Staline. Un réseau gigantesque de camps de travail forcé. La carte montre des points noirs partout sur le territoire. Les zones les plus isolées, les plus hostiles. La Sibérie, l'Arctique, l'Extrême-Orient. On entend le bruit du vent glacial et des pioches sur le sol gelé. Dans ces régions, la température descend sous les 40 degrés. Les prisonniers construisent des routes, creusent des canaux et abattent des arbres. Sans équipement, presque sans nourriture. La plupart ne reviendront jamais. Le goulag n'était pas seulement une prison. C'était une machine à broyer les hommes par le travail et le froid. Ainsi s'est achevée la destruction de l'élite soviétique. Goulag, un acronyme pour Glavnoye Pravlenie Lajri. En français, Direction principale des camps. Ce nom désigne l'administration qui gérait le système carcéral soviétique. La police secrète de Staline contrôlait chaque aspect de cette organisation. Comment Staline maintenait-il son pouvoir? La terreur systématique. Mais la peur seule ne suffisait pas. Il a transformé ces camps en un outil pour éliminer toute opposition réelle ou imaginaire. En 1939, le système est déjà saturé. Les registres indiquent plus de 1 300 000 détenus. Mais ce n'est que le début. Pendant le règne de Staline, plus de 18 millions d'hommes, de femmes et d'enfants sont passés par ces camps. À l'image, des colonnes de prisonniers sous la neige. On ne voit pas de criminels endurcis. On voit des visages épuisés. Ce sont des professeurs, des médecins, des ingénieurs, des étudiants et des paysans, des citoyens ordinaires devenus des ennemis de l'État en une nuit. À première vue, un système de détention. Mais en réalité, une machine à broyer les vies. La vie à l'intérieur est une lutte permanente contre la mort. La caméra montre les mains des prisonniers. La peau est brûlée par le gel, les articulations sont déformées. Le travail forcé est la règle absolue. Les détenus creusent des mines à main nue ou avec des outils rudimentaires. Le bruit des pioches sur la roche gelée ne s'arrête jamais. La fatigue physique est totale. Chaque jour, le froid et la faim éliminent ceux qui faiblissent. La situation a empiré d'année en année. Aucun retour en arrière n'était possible pour ceux qui franchissaient les barbelés. L'épuisement était l'objectif, la mort une statistique.
Ainsi s'est construit l'empire industriel de Staline. 12 à 16 heures de travail forcé chaque jour. C'était la norme dans les camps. Les détenus extrayaient du minerai, abattaient des arbres ou creusaient des canaux à la main. Les pelles et les pioches étaient leurs seuls outils, pas de machine. Tout reposait sur la force des bras. Pourquoi acceptaient-ils cet enfer? La réponse est simple, la faim. Mais la faim était utilisée comme une arme de précision. Les rations alimentaires étaient dérisoires. Juste assez de pain et de soupe claire pour ne pas mourir sur place. Mais ce n'était pas garanti. Si un prisonnier ne remplissait pas son quota de production quotidien, sa ration était réduite. Moins de travail signifiait moins de nourriture. Un cercle vicieux mortel. À l'image, des hommes squelettiques déplacent des tonnes de terre sous la surveillance de gardes armés. La santé n'avait aucune importance. Les soins médicaux n'existaient pratiquement pas. Un détenu malade était un détenu inutile. Pour maintenir l'ordre et briser les volontés, les autorités organisaient des punitions publiques. On voyait des hommes battus devant tout le monde. C'était un message clair envoyé aux autres, le silence ou la douleur. Le climat achevait ce que le travail commençait. Dans les régions de la Kolyma ou de Vorkuta, l'hiver durait des mois. Le froid n'était pas un simple inconfort. À l'image, le thermomètre affiche moins 50 degrés Celsius. Dans ces conditions, la peau gèle en quelques minutes. Les engelures étaient la norme, pas l'exception. Les prisonniers perdaient leurs doigts ou leurs orteils à cause de la gangrène. Personne ne s'arrêtait pour autant. La production devait continuer coûte que coûte. La situation a empiré d'année en année. Les corps s'accumulaient dans la neige, mais les chemins de fer continuaient d'avancer. Les rails étaient posés sur des milliers de cadavres anonymes. Le système ne s'intéressait qu'aux chiffres, jamais aux hommes. Ainsi s'est bâtie l'infrastructure du pays.